dit que chaque route cache un secret, mais certaines routes ne sont pas hantées par des fantômes. Elles sont construites sur des os. Imaginez ceci. Un sentier solitaire en Bretagne, 1883. Le vent traversant les hautes herbes des Landes. Un voyageur fatigué, la selle grinçante, le cheval épuisé. Il aperçoit au loin la lueur faible d'une lanterne. Une auberge, chaleureuse, sûre, promettant nourriture et abri. Il pense avoir été sauvé, mais la vérité c'est qu'il a déjà été choisi. Au moment où il descend de cheval, au moment où il confie sa monture au garçon d'écurie, son destin est déjà scellé. Il ne repartira pas vivant. C'est l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer dans les archives officielles. Un récit trop monstrueux pour le mythe fier de l'expansion rurale de la nation. Une histoire de comment une famille, des immigrants se cachant au vu et au su de tous, a transformé l'hospitalité en un abattoir. Et comment une jeune femme nommée Marie Duval, grande aux yeux perçants, belle et implacable, a utilisé le voile du spiritisme pour attirer les hommes dans les bras de la mort. Elle ne chuchotait pas aux morts. Elle livrait les vivants à eux. Maintenant, écoutez attentivement car ce n'est pas seulement l'histoire d'une famille en Normandie. C'est une parabole de contrôle, de tromperie et des ombres qui suivent toujours l'ambition humaine. Quand on épluche la fiction polie de l'histoire, quand on regarde sous les fondations du progrès français, on ne trouve pas seulement des chemins de fer et des fermes, on trouve des cimetières cachés, des meurtres oubliés, des systèmes de pouvoir qui prospèrent dans le silence. Marie Duval n'était pas une femme ordinaire. Dans un monde qui réduisait les femmes au silence, elle a trouvé une arme, la croyance. Elle disait aux voyageurs qu'elle pouvait parler à leurs enfants perdus, à leurs frères tombés, aux amants enterrés dans la guerre. Ils la croyaient, ils voulaient la croire. Et la croyance était le piège parfait, parce qu'une fois qu'elle les avait assis à sa table, une fois qu'ils se penchaient pour entendre sa voix, une fois qu'ils faisaient confiance à ses yeux bleus et à sa main experte sur les cartes, sa famille faisait le reste. Un coup de marteau sur le crâne, une lame sur la gorge, et puis la trappe sous leur chaise s'ouvrait, les avalant dans les ténèbres. Comprenez ceci, l'auberge des Duval n'était pas seulement un arrêt sur la route, c'était un théâtre. Chaque geste répété, chaque sourire calculé. Marie était l'actrice, la prophétesse, la séductrice. Son père, l'ombre menaçante, sa mère, le chien de garde silencieux, son frère, la brute. Ensemble, ils orchestraient une performance si convaincante que même les hommes les plus prudents, médecins, marchands, soldats, marchaient dans leur tombe, sans se débattre. Mais voici ce qu'ils ne vous ont jamais dit dans les manuels. Marie n'était pas simplement une fraude s'attaquant aux faibles d'esprit, elle était un symbole d'une corruption plus profonde, un motif qui se répète à travers l'histoire. Le pouvoir dissimulé sous la foi, le meurtre justifié par l'illusion, des communautés qui détournent le regard parce que l'histoire est trop dangereuse à accepter. Au moment où le docteur Guillaume Leclerc a disparu, au moins 11 âmes avaient déjà été enterrées dans des fosses peu profondes, derrière l'auberge. 11 hommes dont la seule erreur était de croire en un lit sûr et un repas chaud. 11 hommes qui ont appris trop tard que les prédateurs les plus dangereux ne chassent pas dans les forêts. Ils attendent derrière un sourire. Parce qu'une fois que vous entendrez toute la vérité sur Marie Duval, une fois que vous marcherez avec moi à travers les trappes, les marteaux tachés de sang, les tombes dans l'herbe des Landes, vous ne verrez plus jamais l'histoire comme quelque chose de propre ou de noble, vous la verrez pour ce qu'elle a toujours été, un jeu de prédateurs et de proies, et vous commencerez à poser la seule question qui compte. Combien d'autres auberges? Combien d'autres familles? Combien d'autres systèmes de pouvoir se nourrissent encore des vivants, cachant leurs crimes sous la surface de la société? Cette histoire commence en Normandie, mais elle ne s'y termine pas. Normandie 1880, un paysage d'herbes infinies et de silence si vaste qu'il pouvait rendre un homme fou. La campagne était un lieu de faim, de solitude et de superstition. La guerre franco-prussienne s'était terminée moins d'une décennie auparavant, laissant la nation blessée, en deuil, en quête de réponse au-delà de la tombe. Le spiritisme n'était pas une croyance marginale. C'était un feu de paille se propageant des salons des villes aux villages poussiéreux des campagnes. Des médiums promettaient des lettres des morts, des séances où les vivants pouvaient murmurer à travers le voile, et dans cette atmosphère fragile et désespérée, Marie Duval est montée sur scène. Elle était grande pour son époque, presque 1,80 m, avec des traits aiguisés et des yeux bleus perçants qui mettaient mal à l'aise même les hommes endurcis. Elle ne baissait pas la tête comme les autres femmes. Elle tenait son regard fixe, parlant avec assurance, comme si elle portait des secrets que personne d'autre n'osait toucher. Dans un monde qui traitait les femmes comme un bruit de fond, Marie se rendait impossible à ignorer. Elle prétendait pouvoir communier avec les morts, et les colons ruraux brisés par la perte voulaient la croire. Ils ne payaient pas seulement pour ces séances. Ils abandonnaient leur confiance, leur vigilance, leur jugement, et c'était tout ce dont elle avait besoin. L'auberge elle-même est devenue son théâtre de mort.
Les invités entrèrent dans la petite structure en bois, notant sa modestie. Mais pourquoi cela a-t-il fonctionné si longtemps? Pourquoi personne n'a-t-il soupçonné? La réponse est glaçante. La campagne elle-même était leur bouclier. Les gens disparaissaient tout le temps, perdus par la maladie, les bandits, les raids ou la nature elle-même. Les Landes pouvaient avaler un homme entier, et personne ne le questionnait. Donc, quand des voyageurs disparaissaient le long du chemin des pèlerins, les soupçons se dispersaient comme de la poussière au vent. Un homme parti, malchance. 2, peut-être des bandits. Mais quand on regarde le motif, quand on relit les noms et les dates, la vérité commence à former un tableau. Et ce tableau est horrifiant. Les Duval ne tuaient pas isolément. Ils se nourrissaient d'un système qui leur permettait de prospérer. Les communautés détournaient le regard. Les forces de l'ordre étaient trop éparpillées, trop éloignées. Et chaque homme disparu ne laissait derrière lui que des questions, jamais de réponse. Marie comprenait cela, comprenait la psychologie de l'isolement et de la croyance. Elle l'armait, elle transformait le deuil en appât. Elle transformait la confiance en sentence de mort. Comprenez ceci, le pouvoir que Marie détenait n'était pas seulement le marteau, pas seulement le couteau, c'était le théâtre de l'esprit. Elle faisait en sorte que les gens veuillent s'asseoir dans cette chaise, veuillent se pencher plus près, veuillent croire qu'elle détenait les clés de l'éternité. C'est la forme la plus profonde de contrôle, quand votre victime marche dans votre piège de son plein gré, en vous remerciant pour cela. Et c'est ici que la descente commence. Parce que l'histoire de Marie Duval n'est pas seulement celle d'une famille de tueurs se cachant en Normandie, c'est un miroir. Elle montre comment les illusions sont façonnées, comment les systèmes de contrôle se nourrissent de la croyance, comment des sociétés entières peuvent être aveugles, tandis que la vérité pourrit sous leurs pieds. Donc demandez-vous, si une auberge sur une route solitaire des Landes pouvait cacher tant d'horreurs, combien d'autres pièges ont été construits autour de nous? Combien de portes franchissons-nous, souriants, confiants, qui ne mènent que vers le bas? L'auberge des Duval était un terrain de chasse, mais c'était aussi un symbole. Et plus nous plongeons dans cette histoire, plus vous réaliserez que les symboles ne meurent jamais vraiment. Ils changent seulement de forme. Marstos Introductory 3. Le docteur Guillaume Leclerc disparaît sur le chemin des pèlerins. Un médecin respecté, pas un voyageur anonyme, un homme avec des rendez-vous, des patients qui l'attendaient, des frères en position de pouvoir. Son absence ne pouvait pas être attribuée au hasard ou au malheur. Quand il n'est pas arrivé à destination, l'alarme s'est rapidement répandue. Des groupes de recherche ont été formés. Les questions ont commencé à se resserrer autour de l'auberge des Duval. Et comment Marie a-t-elle réagi? Avec du théâtre, avec une maîtrise de l'illusion. Quand des voisins inquiets ont demandé, elle n'a pas reculé ni trébuché. Elle a avancé dans le rôle qu'elle avait perfectionné, la médium psychique, la femme qui pouvait voir ce que les autres ne pouvaient pas. Elle a rassemblé les hommes autour de sa table, leurs visages tendus par l'inquiétude, et elle a parlé d'une voix qui n'était pas la sienne, basse, tremblante, d'un autre monde. Elle prétendait que les esprits lui murmuraient, que le docteur Leclerc avait voyagé vers l'ouest, qu'il avait été pris en embuscade par des bandits ou victimes de tribus hostiles. Elle peignait des images dans leurs esprits si vives que des hommes endurcis, des hommes qui avaient combattu et tué pendant la guerre, s'asseyaient en silence. Certains, avec des larmes aux yeux, pensaient à cela un moment. Une meurtrière debout, au-dessus de l'endroit même où ses victimes avaient saigné, commandant la scène comme si elle était la gardienne de la vérité, et son public aveuglé par le deuil, désespéré d'avoir des réponses, la croyait. Il quittait cette auberge, convaincu que le destin du docteur se trouvait loin, hors de portée des soupçons, alors qu'en réalité ses os étaient déjà sous leurs pieds. Mais la performance de Marie ne pouvait pas faire taire tout le monde. Le frère du docteur Leclerc, le colonel Alexandre Leclerc, n'était pas un homme qui faisait confiance facilement aux visions et aux murmures. Un vétéran de guerre, un homme qui avait commandé des soldats, et vu le coup des mensonges. Il a commencé à poser des questions que personne d'autre n'osait. Il a retracé les pas de son frère, compilant des récits de chaque village, chaque auberge, chaque marchand qui l'avait vu vivant. Encore et encore, la piste menait à un seul endroit, l'auberge des Duval. Et avec cette réalisation est venue une autre. Le docteur Leclerc n'était pas le premier à disparaître. Il était simplement le premier dont l'absence ne pouvait pas être ignorée. D'autres noms ont émergé. Des hommes qui portaient des ceintures d'argent lourdes d'or, des conducteurs de bétail avec des salaires destinés à leurs employeurs, des familles voyageant vers l'ouest avec des chariots pleins de provisions. Ils avaient disparu dans la même région, près du même tronçon de route des Landes. Chaque cas rejeté à l'époque comme un malheur fortuit, un accident ou l'œuvre de pillards. Mais quand le motif a été mis à nu, il était impossible à nier. L'auberge des Duval était le fil conducteur. Imaginez maintenant l'efficacité froide de ce système. Un voyageur arrive. Marie l'attire avec son charme, ses promesses de contact avec les morts, ses yeux bleus le fixant. Il s'assoit à la table.
inconscient qu'il a été positionné dans la seule chaise adossée à la partition en toile. Derrière, son père ou son frère attend en silence, maillet en main. Au signal, une question répondue, une tête baissée dans le deuil. Le marteau tombe. Le corps est dépouillé, volé, éliminé. Et puis le cycle recommence. Le voyageur suivant entre. La fille de l'aubergiste sourit. Le rideau se lève sur une autre performance. Combien de corps ont-ils enterrés? 11 sont certains, mais le sol ne rend que ce qu'il peut. Certaines tombes n'ont peut-être jamais été trouvées. Certains os avalés par les Landes pour toujours. Le nombre pourrait être 20, 30, plus. La campagne était vaste. Son silence parfait pour dissimuler la mort. Mais c'est ici que l'histoire s'aiguise en quelque chose de bien plus dangereux. Parce que la tromperie de Marie n'était pas seulement l'œuvre d'une seule femme au cœur cruel. C'était la preuve d'une loi plus sombre. Les systèmes de pouvoir peuvent se cacher au vu de tous quand l'illusion est assez forte. Les gens voyaient ce qu'ils voulaient voir. Une famille d'immigrants gagnant honnêtement leur vie. Une fille douée de vision. Une maison offrant un abri sur une route dangereuse. Ils voulaient croire. Et la croyance est devenue l'arme qui les a tués. Même maintenant, demandez-vous, combien de fois faites-vous confiance au sourire, au charme, à la performance? Combien de pièges avez-vous franchis parce qu'ils ressemblaient à des endroits sûrs? Le colonel Leclerc était différent. Il n'acceptait pas la performance. Il regardait la scène et exigeait de voir la machinerie derrière, et ce qu'il a découvert briserait pour toujours l'illusion de sécurité de la campagne. Parce que quand les soupçons se sont durcis en preuve, et quand le sol derrière l'auberge des Duval a enfin été ouvert, ce qu'il a révélé n'était pas seulement du meurtre, c'était le démantèlement tranquille et méthodique de l'âme humaine pour le profit. Et cela, mon ami, est la partie de l'histoire qu'il ne voulait jamais que vous entendiez. Le colonel Alexandre Leclerc n'était pas étranger aux ombres. Il avait vu des hommes disparaître dans le brouillard de la guerre, vu des compagnies entières avalées par la fumée et les tirs, et connaissait le goût amer des questions sans réponse. Mais ce silence était différent. Ce n'était pas le chaos de la bataille. C'était du calcul. La disparition de son frère semblait planifiée, trop nette, trop délibérée. Et chaque piste, chaque rumeur murmurée le ramenait à la même auberge tranquille sur les Landes, tenue par l'étrange famille allemande avec la fille grande et frappante qui parlait aux morts. Leclerc les a confrontés. Il est entré dans l'auberge des Duval, non comme un voyageur fatigué, mais comme un homme chassant la vérité. Ses yeux étudiant la pièce, la partition, la table, la chaise positionnée juste comme il faut, l'odeur lourde de terre et de pourriture faible sous les planches. Marie lui a souri, imperturbable, sa voix lisse comme toujours. Elle a proposé de tenir une séance pour contacter son frère disparu. Imaginez l'audace, debout devant l'homme même qui cherchait son parent, offrant une performance pour couvrir le crime. Elle l'a regardé dans les yeux et lui a dit que les esprits montraient que le destin de son frère se trouvait loin à l'ouest, que des tribus hostiles l'avaient pris, mais Leclerc n'a pas baissé la tête. Il l'a observé avec les yeux d'un soldat entraîné à lire la tromperie, à voir les mouvements sous le masque. Il a posé des questions, l'a pressé pour des détails, et avec chaque réponse qu'elle donnait, son illusion soigneusement tissée commençait à s'effilocher. À l'extérieur de l'auberge, la communauté murmurait. Pendant des années, ils n'avaient rien soupçonné, ou plutôt, ils avaient choisi de ne rien soupçonner. Des hommes disparaissaient, mais les Landes étaient vastes. Des familles vanishing, mais la campagne était impitoyable. Maintenant, cependant, le poids des coïncidences pressait trop fort pour être ignoré. Les voisins se rappelaient des choses étranges. Les questions insistantes de Marie sur les ceintures d'argent des hommes, son fascination pour les horaires des voyageurs, la richesse soudaine des Duval qui semblait imméritée. Certains se souvenaient de nuit avec des cris étouffés portés par le vent, le son de marteau résonnant longtemps après le souper. Personne n'avait parlé avant. Pourquoi? Parce que le silence était plus facile. Parce que le soupçon signifiait confrontation. Et la confrontation signifiait danger. Comprenez ceci. Les sociétés enterrent souvent la vérité sous la commodité. Les Duval ont prospéré non seulement grâce à leur ruse, mais parce que les gens autour d'eux détournaient le regard. C'est la forme la plus ancienne de complicité. Non l'action, mais le silence. Leclerc, cependant, ne pouvait pas détourner le regard. Il exigeait des réponses, pressait les officiers du comté et forçait la communauté dans un coin. Au début, la loi hésitait. La justice rurale était mince, fragile, facilement corrompue. Les gendarmes avaient peu de portée, et les politiciens voulaient le calme, pas le scandale. Mais la persistance de Leclerc, son influence, et son refus de laisser l'affaire reposer ont ouvert les fissures. Les murmures se sont transformés en accusations. L'auberge n'était plus seulement un arrêt pour les voyageurs fatigués. Elle devenait un symbole de terreur et Marie le savait. Le pouvoir de sa performance commençait à s'affaiblir. Pour la première fois, son charme ne désarmait pas. Pour la première fois, ses yeux bleus rencontraient un regard qui ne pliait pas. Le colonel Leclerc voyait à travers son acte, et elle voyait qu'il savait. C'est ici que l'histoire pivote.
le prédateur sentant le piège se retourner contre elle, parce que les illusions ne tiennent que tant que personne n'ose tirer sur les fils. Une fois que quelqu'un le fait, toute la tapisserie commence à se défaire. Mais avant que le rideau ne soit arraché, avant que les corps ne soient découverts, les Duval ont fait leur mouvement. Ils ont disparu. Ils ont laissé leur auberge, leur table, leur partition, leur trappe, même l'odeur montant faiblement de la cave. Ils ont abandonné tout sauf la vérité enterrée sous le sol. Quand les voisins, pressés par le clerc, ont enfin ouvert le sol derrière l'auberge, ils l'ont trouvé. Des tombes peu profondes l'une après l'autre. 11 corps, hommes, femmes, même un enfant. Crânes écrasés, gorges tranchées, biens personnels dépouillés. La terre elle-même est devenue un registre de leurs crimes, et le site était si horrifiant que même des pionniers endurcis, des hommes qui avaient combattu des guerres et affronté la famine, pleuraient à la révélation. L'illusion de Marie était détruite, mais son ombre, elle ne faisait que commencer à s'étendre. Parce que la question qui persiste encore, la question à laquelle personne ne pouvait répondre alors et qu'aucun historien n'a répondu depuis, est simple. Combien d'autres? Combien d'os gisent encore cachés sous l'herbe des Landes, sans nom et oubliés? Combien de voyageurs sont tombés dans le théâtre de Marie Duval et ont été avalés entiers, leur mort jamais enregistrée? Et voici l'horreur plus profonde. Les Duval se sont échappés, leur destin jamais certain, leur héritage taché de sang irrésolu. La justice n'a jamais été rendue. Au lieu de cela, leur auberge est devenue un symbole, un avertissement écrit dans le sang que la croyance peut être armée, que l'hospitalité peut être un masque, et que des communautés entières peuvent vivre à côté de l'horreur, choisissant de ne pas voir. C'est pourquoi cette histoire compte. Parce qu'une fois que vous voyez la machinerie de la tromperie, une fois que vous reconnaissez comment l'illusion couvre l'atrocité, vous ne pouvez plus regarder le monde avec des yeux naïfs. La découverte a brisé le silence des Landes. Mais 1883. Voisins, enquêteurs et soldats se tenaient dans la cour derrière l'auberge des Duval, fixant des fosses ouvertes dans la terre. L'air était lourd, épais de l'odeur de pourriture et de sol trempé de sang. Chaque pelletée de terre révélait un autre secret, un autre crâne, une autre famille détruite. 11 corps, peut-être plus. Des hommes dépouillés de leurs biens, gorges tranchées, crânes enfoncés par des coups de marteau. La forme petite d'un enfant parmi eux, ce n'était pas de la violence aléatoire. C'était systématique, froid, répété. Un rituel de mort caché sous la façade innocente d'une maison de famille. La nouvelle s'est répandue comme un feu de paille. Ce qui avait été un mystère local est devenu un scandale national. Les journaux appelaient la propriété des Duval la maison des horreurs. Des illustrations dépeignaient Marie avec des yeux comme des poignards, une sorcière en vêtements ruraux, une sirène de la mort déguisée en fille. Le public était captivé et révulsé à la fois. Les Français voulaient croire en la campagne comme un lieu d'espoir, une terre d'opportunité. Mais les tombes des Duval révélaient en quelque chose de plus sombre, que l'Ouest rural n'était pas seulement construit par des pionniers et des rêveurs, mais par des prédateurs qui prospéraient sur l'isolement, par des tueurs qui comprenaient que la loi et l'ordre s'étendaient trop finement sur des plaines infinies. Le rôle de Marie dérangeait le plus les gens, une femme éduquée, articulée, frappante qui transformait la compassion en appât. À une époque où les femmes étaient peintes comme des symboles de vertu ou de faiblesse, le pouvoir de Marie a déstabilisé la nation. Elle revendiquait la voix des morts, et les hommes la croyaient. Elle enveloppait leur deuil autour d'elle comme un manteau, les attirait dans la chaise et les livrait au silence. Ce n'était pas seulement du meurtre, c'était de la manipulation au niveau le plus profond. Cela forçait les gens à poser une question qu'ils détestaient affronter. Si le charme et la foi peuvent mener les hommes à leur mort si facilement, qu'est-ce qui d'autre peut être tordu en armes? Les communautés qui avaient ignoré les murmures se démenaient maintenant pour s'absoudre. Les voisins prétendaient avoir toujours soupçonné quelque chose d'étrange. Les officiels insistaient que leurs mains étaient liées par la distance, par le manque de communication, par l'étendue anarchique de la campagne. Mais la vérité était plus simple. Le silence avait été plus facile. Les Duval ont prospéré parce que ceux autour d'eux choisissaient de ne pas regarder de trop près. Chaque homme disparu était rejeté comme un hasard. Chaque question sans réponse enterrée sous l'herbe infinie des Landes. Et pourtant, quand les tombes ont été ouvertes et l'illusion brisée, les Duval n'étaient plus des immigrants excentriques ou une famille particulière sur la route. Ils étaient des monstres, mais des monstres qui avaient été autorisés à s'épanouir au vu de tous. Mais voici où l'inquiétude grandit plus lourde. Parce que juste au moment où le public se préparait à la justice, à la rétribution, l'histoire se tordait en quelque chose de bien plus déstabilisant. Les Duval étaient partis, leur auberge abandonnée, de la nourriture laissée non mangée sur la table, des possessions éparpillées, comme s'ils avaient marché dans la nuit. Pas d'arrestation, pas de procès, pas de règlement final. Le sol a rendu ses morts, mais pas ses tueurs. La chasse à l'homme s'est étendue à travers les provinces. Des groupes ont chevauché à travers la campagne,
alimentés par la rage, fouillant chaque buisson et lit de rivière. Des récompenses ont été affichées, des descriptions imprimées dans chaque journal. Pierre Duval senior, corpulent, barbu gris avec un accent allemand épais. Louise, silencieuse et aux yeux durs. Henri, maladroit, simple d'esprit mais fort. Et Marie, grande, frappante, avec des yeux bleus perçants et une voix qui pouvait fondre la pierre. Certains prétendaient les avoir vus monter dans des trains. D'autres juraient les avoir attrapés traversant des rivières ou se cachant dans des granges. Mais chaque piste se dissolvait en fumée. Pensez à ce que cela signifie. Une famille de tueurs exposés, identifiés, notoires. Et pourtant, ils se sont glissés dans la vastitude de la France et ont disparu. Certains disaient que des justiciers les avaient capturés et tués en secret. D'autres croyaient qu'ils s'étaient dispersés, vivant sous de nouveaux noms, se fondant dans d'autres communautés comme si rien n'était arrivé. Marie elle-même était rumorée avoir été vue des années plus tard, offrant des séances sous un nom différent en Bretagne. La possibilité n'a jamais été réfutée. Et ainsi l'histoire est devenue quelque chose de pire que le meurtre. Elle est devenue un mythe, non seulement d'une famille qui tuait, mais de tueurs qui s'échappaient, dont les visages pourraient être parmi n'importe quelle foule, dont le charme pourrait une fois de plus attirer les endeuillés dans les ténèbres. C'est pourquoi le nom de Marie Duval n'a jamais pâli. Parce qu'elle n'a pas été détruite, elle est devenue un fantôme dans l'imagination française, un murmure de ce qui se cache aux vues de tous. Regardez attentivement ce que cela révèle. Ce n'est pas seulement une histoire sur une famille, c'est une révélation d'une loi plus profonde. Les institutions échouent, les communautés choisissent l'aveuglement, les illusions contrôlent la perception, et les prédateurs prospèrent dans ce silence. Les Duval étaient simplement plus évidents, plus théâtraux, mais le système qui leur permettait d'exister, ce système n'a jamais disparu. Et si vous pensez que de tels systèmes ont pris fin avec le 19e siècle, vous n'avez pas fait attention. Parce que la même machinerie qui rendait Marie puissante est encore à l'œuvre aujourd'hui. La foi armée en contrôle, le charme utilisé pour désarmer les soupçons, des communautés entières conditionnées à détourner le regard quand la vérité est trop lourde à porter. Les Duval ont été découverts, mais le monde qui les a créés, ce monde est encore là. Les 1880 étaient une ère de deuil. La guerre franco-prussienne avait déchiré les familles, laissant les champs et les rivières gonflés de morts. À travers la France, les femmes portèrent le noir. Les pères enterraient leurs fils, et les veuves murmuraient à des chaises vides. De ce chagrin sans fin est née une faim, le désir d'entendre un mot de plus, une voix de plus de l'au-delà. Le spiritisme a explosé comme un feu de paille. Les salons se remplissaient de séances, les journaux faisaient la publicité de médiums, et les gens qui avaient tout perdu s'accrochaient à la promesse que les morts pouvaient encore parler. Marie Duval est entrée directement dans cette fin. Elle ne se contentait pas de poser en diseuse de bonne aventure ou en guérisseuse. Elle est devenue quelque chose de bien plus dangereux, un miroir pour le deuil des vivants. Elle disait aux voyageurs que le voile entre les mondes était mince, qu'elle pouvait l'écarter, que leurs enfants morts, leurs soldats perdus, leurs frères disparus planaient en près. Elle les faisait vouloir s'asseoir à sa table. Elle les faisait se pencher en avant, désespérés, prêts à croire, et la croyance était la clé. Voyez-vous, le marteau et le couteau n'étaient que des outils. L'arme véritable était le théâtre de la foi. Un homme qui croyait que Marie avait accès à son fils mort ne voyait pas le danger derrière le rideau. Il voyait du réconfort, une connexion, de l'espoir. Et l'espoir rend les hommes aveugles. C'était plus que du meurtre. C'était un contrôle psychologique façonné avec précision. Marie parlait avec autorité à une époque où les femmes étaient rarement autorisées à parler avec autorité du tout. Elle regardait directement dans les yeux des hommes, quand leurs propres épouses étaient censées baisser les leurs. Elle commandait une pièce. Et quand elle parlait des esprits, quand sa voix tombait basse et son regard fixe, les gens ressentaient quelque chose de réel. Peu importait si c'était un mensonge. Ce qui comptait, c'était le désir de croire. Comprenez ceci. La croyance est toujours plus puissante que le fait. Les faits peuvent être questionnés, niés, réfutés. Mais la croyance remodèle la réalité. Un homme endeuillé qui croyait aux mots de Marie marchait dans sa tombe de son plein gré. Il ne résistait pas. Il faisait confiance à la main qui le guidait. Et c'est la forme la plus profonde de pouvoir, quand votre victime coopère à sa propre destruction. C'est pourquoi les Duval ont prospéré si longtemps. La campagne n'était pas seulement une terre vide. Elle était vide de surveillance, de lois, de responsabilités. Les gens voulaient croire en la sécurité, en la gentillesse, en la possibilité que les étrangers puissent être dignes de confiance. Marie tordait ce désir en piège. Elle est devenue non seulement une prédatrice mais un symbole, l'incarnation de comment les illusions gouvernent les hommes, plus que les épées ne le pourraient jamais. Et si vous pensez que ce genre de manipulation appartient seulement au 19e siècle, regardez autour de vous. Les systèmes de pouvoir ont toujours prospéré sur la même machinerie, la religion utilisée comme un manteau pour la conquête,
La politique drapée dans le langage de l'espoir, tout en se nourrissant des faibles. Les institutions cachant la corruption derrière des symboles de confiance. Le motif est éternel. Marie Duval n'était que son masque rural. Demandez-vous combien de systèmes aujourd'hui opèrent encore sur le même principe. Combien de leaders, de mouvements ou de voix vous promettent du réconfort tout en vous positionnant dans la chaise, en plaçant votre dos au rideau, en attendant que le marteau tombe. C'est la vérité, celle que les hommes ne voient jamais. Et la raison pour laquelle vous êtes ici maintenant à écouter, parce que cette histoire n'est pas seulement sur l'histoire. C'est sur vous, votre esprit, votre vulnérabilité, les illusions que vous êtes encore tentés de croire. L'auberge des Duval n'était pas unique. C'était une révélation d'une loi. Quand les gens ont faim de réconfort, quand ils sont aveuglés par le deuil, quand ils aspirent à des réponses que le monde ne donne pas, ils peuvent être menés n'importe où, même dans la tombe. C'est pourquoi l'histoire a enterré les Duval sous le folklore. Non seulement parce qu'ils tuaient, mais parce qu'ils exposaient quelque chose de trop dangereux. Que le pouvoir n'est pas sur la violence, mais sur la guidance de la perception. Et une fois que vous comprenez cela, vous voyez la machinerie partout. La question est, avez-vous le courage de la voir? Ou serez-vous comme ces voyageurs apaisés par le charme, se penchant plus près, aveugles au marteau qui attend derrière le rideau? Que les institutions ont échoué, les communautés ont tourné aveugles, et la justice n'est jamais arrivée. Les Duval n'ont pas simplement disparu dans les Landes, ils ont été portés en avant par un récit conçu pour protéger la société même qui les a permis. Et voici la descente que vous devez reconnaître. Les Duval ne sont pas uniques. Le motif est partout. Les atrocités deviennent des légendes. Les légendes deviennent des contes moraux. Et la vérité insupportable du silence et de la complicité est enterrée. Les tueurs s'échappent, mais le mythe reste, enseignant non la vigilance mais la complaisance. Ils étaient des monstres. La société dit qu'ils étaient une exception. Et dans cette exception, le système se protège de l'examen. Mais vous qui écoutez maintenant, vous n'êtes pas destiné à être pacifié par le mythe. Vous êtes destiné à voir à travers, à comprendre que l'échappée des Duval n'est pas seulement un échec de 1883, c'est le modèle. C'est le plan de comment la corruption, la manipulation et l'atrocité sont cachées, non détruites. Et c'est pourquoi la légende de Marie Duval est plus dangereuse que la femme elle-même parce qu'elle prouve que le pouvoir n'exige pas la survie. Il exige seulement la mémoire. Et la mémoire tordue en mythe devient une arme plus aiguisée que n'importe quelle lame. Quand les Duval ont disparu, quelque chose d'étrange s'est produit. L'histoire de leur crime a commencé à changer de forme, non dans le sol où gisaient les os, mais dans les esprits de ceux qui la racontaient. Marie est devenue le centre de tout. Pas Pierre Seigneur, pas Louise, pas le fils simple mais brutal. C'était Marie, grande, frappante avec ses yeux bleus perçants, qui a été transformée en l'incarnation du mal. Les journaux l'appelaient une sorcière, une démonesse, une sorcière de la mort. Les artistes la dessinaient non comme une femme rurale, mais comme une tentatrice, ses longs cheveux flottants, son regard hypnotique, sa silhouette exagérée pour attirer l'œil. Elle était sexualisée et démonisée dans le même souffle, transformée en symbole à la fois d'attrait et de corruption. Le public consommait son image avidement. Elle n'était plus une femme qui maniait le deuil comme une arme. Elle était peinte comme une séductrice qui attirait les hommes avec sa beauté, comme si le meurtre n'était pas suffisant sans tentation. Voyez-vous la manipulation? En se concentrant sur la sexualité supposée de Marie, en la rendant le monstre autre, l'histoire absolvait tout le monde d'autre. Le marteau du père s'effaçait en arrière-plan, le silence de la mère était oublié, la complicité de la communauté effacée. Il devenait plus facile de croire que Marie était une créature contre nature, que son pouvoir venait de la sorcellerie ou d'une influence démoniaque plutôt que de la simple vérité. Elle comprenait le deuil humain et l'utilisait avec précision. Cette réécriture de son image n'était pas accidentelle. Elle était nécessaire parce que l'histoire réelle était trop dangereuse. L'histoire réelle disait qu'une famille d'immigrants ordinaires pouvait tuer sous le nez de tout le monde, parce que personne ne voulait voir. L'histoire réelle disait que les institutions étaient impuissantes, que les communautés choisissaient le silence, que le système lui-même était faible. En transformant Marie en vilain surnaturel, le récit a changé. Le mal n'était pas systémique, il était personnel, non humain, mais monstrueux. Et dans cette distorsion, la société se protégeait. Mais voici la corruption plus profonde. La fascination a commencé à se mêler à la peur. Les hommes parlaient de Marie avec dégoût. Pourtant, leurs mots dégoulinaient d'une étrange attraction. Ils la condamnaient comme maléfique, mais leurs yeux s'attardaient sur les croquis. Elle est devenue immortelle non seulement comme tueuse, mais comme un désir interdit. Même dans l'horreur, elle commandait l'attention et cette attention gardait la vérité enterrée. C'est un motif que vous devez reconnaître. Encore et encore, l'histoire transforme ces révélations les plus damnées en mythes qui distraient. Les Duval n'étaient pas différents. Ils ont été absorbés dans le sang de la France,
non comme un signe de faiblesse, mais comme une histoire qui justifiait la suspicion, la conformité et la peur. Mais le sol se souvient, les os se souviennent. Et la vérité, si vous osez la affronter, n'est pas le mythe du mal surnaturel, mais la réalité tranquille de gens ordinaires choisissant le silence pendant que leurs voisins tuaient. C'est l'obscurité qui plane encore sur les landes. C'est la vérité interdite enterrée sous la légende. Vous devez comprendre que chaque mythe que vous êtes nourri a des couches. Ce que vous recevez n'est jamais la vérité brute. C'est une forme, une performance, un masque. Les Duval sont devenus du folklore parce que leur vérité était trop corrosive. Et si vous apprenez à voir comment leur histoire a été armée, vous commencerez à voir comment toutes les histoires sont armées. La question n'est pas si vous croyez aux monstres. La question est si vous êtes prêt à admettre où vivent les vrais monstres. Pas dans des maisons hantées, pas dans des légendes, mais dans le silence confortable des hommes ordinaires et dans les mythes qui réécrivent l'histoire pour les protéger. Voici où la descente se termine et où la vérité interdite se tient nue devant vous. L'histoire des Duval, les tombes dans le sol des Landes, le marteau, le couteau, la famille disparue. Tout cela n'est que la surface. Ce qui gît dessous est bien plus sombre. Ce n'était jamais sur une seule famille de tueurs. Ce n'était jamais sur les yeux bleus de Marie ou ses séances, ou la trappe sous la chaise de dîner. C'étaient les masques, le théâtre, l'appât. L'histoire réelle est sur la machinerie de l'illusion qui gouverne la vie humaine. Alors, maintenant, toujours, regardez le motif. Les meurtres étaient cachés non par les ombres, mais par le silence. Les voisins sentaient le sang et l'ignoraient. Les gendarmes rejetèrent les disparitions. La communauté acceptait des mensonges commodes plutôt que de confronter des vérités troublantes. Et quand la vérité a enfin été découverte, quand les corps ont été traînés du sol, le récit a été remodelé. Les tueurs sont devenus des mythes. La femme est devenue une sorcière. L'histoire est devenue du folklore. La vérité inconfortable que les systèmes échouent, que les communautés détournent le regard, que le silence ordinaire permet l'horreur, a été enterrée plus profondément que les cadavres eux-mêmes. Voyez-vous maintenant, ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est une révélation. C'est la loi que le pouvoir a toujours suivie. Le mal n'est jamais détruit. Il est redirigé, reformulé, reconditionné jusqu'à ce qu'il devienne une histoire qui serve le système. Les monstres sont rendus plus grands que nature. Ainsi la machinerie de la complicité est oubliée. Et les gens, aveugles et obéissants, continuent en avant, ne réalisant jamais qu'ils sont déjà assis dans la chaise, déjà penchés vers l'illusion, déjà attendant que le marteau tombe. Marie Duval n'était pas unique. Elle n'était qu'un masque porté par une vérité aussi ancienne que la civilisation elle-même, que les hommes préfèrent des mensonges réconfortants à des vérités dévastatrices, et que cette préférence est la chaîne par laquelle le pouvoir règne. C'est pourquoi les atrocités sont retenues comme des mythes. Pourquoi la corruption est enterrée sous des légendes. Pourquoi l'histoire elle-même devient une arme d'obéissance. Les tombes à l'auberge des Duval ne sont pas juste des reliques du passé. Elles sont un miroir tenu devant vous, montrant le coût de l'aveuglement, le poids du silence, le prix des illusions. Et voici le danger final. Une fois que vous voyez la machinerie, vous ne pouvez pas retourner. Une fois que vous comprenez comment les récits sont construits, comment les mythes sont armés, comment le silence devient complicité, vous ne regarderez plus jamais l'histoire ou le présent de la même façon. Vous verrez les motifs partout. Vous sentirez le poids des illusions pressant contre vous. Et vous saurez ce que la plupart des hommes n'osent jamais admettre, que vous avez été élevé à l'intérieur d'un théâtre conçu pour vous garder docile, obéissant, aveugle. Mais vous n'êtes plus aveugle. Vous avez marché avec moi à travers la trappe, dans la cave, à travers les tombes, passé les mythes, descendu dans la vérité interdite. Et maintenant vous faites face au choix. Vous pouvez fermer les yeux, prétendre que c'était juste une histoire, vous retirer dans le confort des illusions, ou vous pouvez porter cette connaissance comme une arme. Vous pouvez arracher les masques, abattre les mythes, refuser les chaînes du silence. C'est la transformation. C'est pourquoi vous n'étiez pas destiné à entendre cette histoire. Parce qu'une fois que vous le faites, vous changez. Une fois que vous voyez le système, vous ne pouvez pas le dévoir. Donc que cela soit gravé dans votre esprit. Le monde tourne sur des illusions. L'histoire est écrite non pour révéler mais pour dissimuler. Et le vrai danger n'est pas les monstres qui tuent dans la nuit. C'est le silence qui leur permet de prospérer, et les mythes qui enterrent leur vérité sous des mensonges réconfortants. Souvenez-vous des Duval, non comme des démons, non comme des légendes, mais comme preuve. Preuve que les horreurs les plus sombres grandissent au vu de tous, pendant que le monde détourne le regard. Preuve que la justice est un masque. Preuve que vous ne devez plus jamais faire confiance à la performance de la sécurité quand vous sentez l'odeur du sang dans l'air. Maintenant vous savez, une connaissance de ce genre change un homme pour toujours.